Il y a quelque temps, j'étais tombé sur une étude qui se proposait de faire un petit peu l'état des lieux de l'activité de la photographie en France. Et un chiffre qui m'avait frappé, c'était que plus de 75% des photographes sont en fait des gens qui travaillent seuls et en fait qui ont leur siège social, si je puis dire, depuis leur domicile. Alors, ça m'intéressait déjà parce que c'est mon cas. Je travaille seul et puis effectivement, le siège je vais dire, de mon activité, c'est mon domicile. Mais au-delà de ça, en fait, ça m'a intéressé, mais parce que c'est quelque chose, enfin, c'est un chiffre qui est marquant, mais pour autant, on en parle très peu. Ce que je veux dire, c'est que tu vas trouver bien sûr beaucoup de ressources, que ce soit des articles, des bouquins, des vidéos, sur comment améliorer sa pratique de la photo, donc d'un point de vue prise de vue, d'un point de vue technique, enfin, post-traitement, workflow, etc. Quelquefois, tu vas tomber sur quelques vidéos qui interrogent plus l'aspect marketing, commercial de l'activité, mais finalement, on tombe sur très peu de ressources sur le fait de comment concrètement, dans ta vie de tous les jours, tout ça va se conjuguer, si tu veux, avec justement avec ta vie, avec la personne que tu es au quotidien, avec tes contraintes de la vie de tous les jours. C'est-à-dire, par exemple, par rapport, je ne sais pas, à tes contraintes familiales, si tu as des enfants, si... Enfin, tu vois, quelle que soit ta situation familiale, d'ailleurs, même si tu es célibataire, bon, voilà, des fois, le fait de développer une activité, ça restera un petit peu ton temps loisir, enfin, etc. Ça peut avoir des contraintes hein, sur le fait de nouer une relation avec une personne, de s'engager avec une personne. Pourtant, c'est quelque chose de très important. Parce que pour moi, d'être bien préparé, c'est évidemment aussi une condition essentielle de la réussite hein, sur le moyen et le long terme de la démarche. Alors justement, je vais choisir de parler de ça aujourd'hui, d'autant plus que, en fin de compte, notre activité, quand tu travailles en solo, ce qui est marquant aussi, c'est que tu vas devoir endosser tous les jours, ou je vais dire au moins le long de la semaine, plusieurs casquettes. Tu vas devoir endosser la casquette du technicien, c'est-à-dire du photographe concrètement. Tu vas devoir endosser la casquette de l'entrepreneur, c'est-à-dire celui qui éventuellement va négocier des prestations. Et puis tu as aussi la casquette du manager, du contremaître, voilà. C'est-à-dire une personne qui va gérer, enfin, qui va organiser tout ça d'un point de vue financier, d'un point de vue technique, fixer des priorités, tout ça. Tu vois, toute la journée, finalement, à différents moments de la journée, on va endosser différentes casquettes. Et c'est aussi ça la particularité d'une personne qui travaille en solo. C'est-à-dire que le fait de travailler en solo fait qu'on va développer différents pôles de compétences. Et justement, quand on se lance par exemple dans la photo, c'est parce que on est passionné par la photo, passionné par l'image, et donc on va supposer que la plupart des gens qui se lancent dans la photo ont un minimum de savoir-faire, mais par contre, souvent ils n'ont pas poussé aussi loin la démarche de formation ou d'auto-formation en ce qui concerne l'aspect, j'allais dire, éducation économique. Hein, parce que créer son activité, c'est créer une machine qui va te faire vivre. Hein. Je ne vais pas utiliser le terme machine à fric, mais enfin, ton activité, si on imagine ça un peu comme un moteur, bon, bah, au bout, il va y avoir des billets qui doivent sortir, tu vois. Et donc voilà, c'est ça aussi la particularité de la personne qui travaille seule. C'est que le long de la journée, elle va endosser différentes casquettes. Et liée à ces casquettes, elle doit développer différents pôles de compétences. Parce que sinon, malheureusement, l'activité peut être compromise très rapidement. Et donc, c'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui, finalement. C'est-à-dire de partager avec toi mon petit guide de survie du photographe freelance. Et alors, ce petit guide de survie va être organisé en gros hein, en 6 principes et en 11 règles. Bien sûr, moi ce que je te communique, c'est pour t'aider à réfléchir une fois de plus, dans le but que qu'en gros, toi-même, tu mènes cette réflexion, puis tu te dis, tiens, quels sont mes grands principes de base, à moi, selon ma pratique, ma vision de la photo, et quelles sont un petit peu mes règles de fonctionnement. Parce qu'en fait, l'idée là, de ce que je vais te présenter, c'est qu'au travers 6 règles, 6 principes, pardon, on va découler des règles d'application. Hein. Alors justement, le principe
numéro un, le principe fondamental qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'en fait, lorsque tu crées une activité, il faut comprendre que tu es le goulet principal d'étranglement. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, tu ne peux pas te dédoubler. Tu ne peux pas être sur 2 lieux de shooting à la fois. Tu ne peux pas être en train de démarcher différentes entreprises à la fois. Donc, là, je te parle en termes plutôt de temps, mais en fait, ce principe de goulet d'étranglement s'applique à tout un tas d'autres aspects. L'aspect donc temps, ça on l'a abordé. L'aspect énergie, je veux dire, il faut savoir que tous les jours, on a une quantité d'énergie à disposition, et ça aussi, il va falloir l'optimiser, tout comme tu vas chercher à optimiser ton temps. Mais lié au fait que justement on doit avoir différents pôles de compétences quand on travaille en solo, on doit aussi justement, ça ne doit pas polluer, ça ne doit pas impacter ta capacité d'inspiration. Tu vois, ça ne doit pas impacter négativement ta capacité créative. Parce que là, encore une fois, on a un volume, j'allais dire, de potentiel là, de créativité par jour. Et ce potentiel, il s'agit de l'optimiser, non pas de le gâcher bêtement. Hein. Pareil, d'un point de vue financier, hein, tu es d'accord avec moi que si tu as, je vais donner un chiffre rond, moi, 1000 euros, bah évidemment, tu ne peux pas dépenser 2000, tu vois, ou alors sinon, c'est qu'il y a un problème. Donc, on est le goulet d'étranglement à différents points de vue. Hein. D'un point de vue financier, d'un point de vue créativité, d'un point de vue temps, d'un point de vue énergie, etc. Alors justement, le principe numéro 2, si tu travailles en solo, c'est de te créer un équilibre. Parce que souvent, lorsqu'on se lance dans cette aventure, et bien sûr, on se dit, bah allez, ça y est, maintenant c'est fini le salariat, et puis alors en gros, c'est open bar, on fait tout et n'importe quoi, on n'a plus de règles, et puis voilà, et puis de toute façon, lié à ma passion, voilà, ça va aller. Bon, ça, c'est évidemment une très grosse erreur, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, comme tu es le principal goulet d'étranglement de ton activité, si tu te mets à faire n'importe quoi, je sais pas, de faire la chouille tous les soirs, bah évidemment, le lendemain matin, à chaque fois, d'un point de vue, j'allais dire, physique, tu vas pas être au top. Hein. Et si tu as la tête à l'envers, pour pas dire la tête dans le cul, bah évidemment, d'un point de vue créatif, ça va pas être terrible, tu vois. Alors justement, pour se créer enfin, dans l'idée de se créer un équilibre, il va falloir veiller à son hygiène mentale et aussi à son hygiène physique. Je parle d'hygiène physique, je ne parle pas simplement le fait de se doucher, tu vois. Ça va de soi. Mais justement, comme je disais tout à l'heure, bah, le fait de quand même de s'imposer, d'encadrer sa journée, et donc, par exemple, je sais pas, veiller à avoir un minimum d'heures de sommeil, et ainsi de suite. Alors ça, tous ces principes-là, après, je vais y revenir plus en détail quand je vais t'énoncer mes règles de fonctionnement. Hein. Mais donc, je te dis, donc, principe numéro 2, il faut veiller à se créer un équilibre d'un point de vue mental et un équilibre d'un point de vue physique. Bien sûr, tout ça, on va le décliner en règles de vie, mais ça, je développerai ça plus après quand j'attaquerai les règles de fonctionnement. Le principe numéro 3, ça va être de construire les fondations du succès. C'est-à-dire que je t'invite à réfléchir sur les modèles, les tiens, hein, ta vision du succès. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est d'ailleurs que le succès pour toi, au travers de ta pratique? Parce que tout ça, justement, c'est de ça dont tu vas déterminer des objectifs à court, moyen, long terme. Hein. Mais encore une fois, ces objectifs doivent être en raccord avec, j'allais dire, ta vision, tes ambitions, j'allais même ton ambition de vie. Hein. Il ne s'agit pas de chercher à de développer une usine à gaz qui n'est pas raccord avec ta vision, enfin la façon dont tu veux vivre en fait. Hein, parce que sinon, ça ne sert à rien d'avoir quitté le mode salariat si c'est pour se créer une cage dorée. Et justement, c'est aussi ça le but, c'est au travers le fait, ça c'est le chat là, qui pique des sprints, au travers le fait de se dicter comme ça, d'imaginer un peu quelle est ta vision du succès, et bien justement c'est d'échapper justement à ce piège que font beaucoup d'entrepreneurs, quels que soient les domaines. C'est en fin de compte d'une fuite en avant, hein, et finalement d'être dans une cage dorée, c'est-à-dire que tu as des clients, mais à un moment donné, comme tu as mal calibré certaines choses, notamment d'un point de vue tarifaire, d'un point de vue quelles sont les prestations que tu acceptes et puis que tu refuses,
eh bien, tu as toujours le nez dans le guidon et tu n'as plus le temps de réfléchir, tu n'as plus le temps de prendre du recul. Parce que ça, c'est très important aussi quand on travaille en indépendant, c'est que le fait d'être toute seule aux manettes, des fois, effectivement, tu peux être sans arrêt le nez dans le guidon, et puis tu prends plus de recul, et donc tu réfléchis plus à ton activité, et puis finalement, tu finis par faire certaines erreurs. Hein. Alors, construire les fondations du succès, pour moi, ça veut aussi dire développer le bon mindset, le mindset qui te convient à toi. Hein. Mais de développer un mindset, c'est très important. Pour moi, c'est essentiel. Parce que, tu vois, les techniques, elles évoluent toujours. Les pratiques commerciales évoluent, elles aussi. Le client lui-même, l'exigence des clients évolue au fur et à mesure du temps. Mais ton mindset, c'est ça qui va te guider, ça qui va te servir un peu comme de phare, si tu préfères, hein, ou de GPS. Le principe numéro 4, c'est de manager sa créativité. Parce que, encore une fois, comme on est le nez dans le guidon, parfois, à un moment donné, ça se ressent sur notre créativité. On a tendance à toujours faire ce que l'on sait faire. D'un certain point de vue, c'est bien, évidemment. Mais c'est aussi bon de toujours, j'allais dire, être en amélioration, toujours d'être curieux, toujours d'être ouvert. Parce que sinon, à un moment donné, un jour, tu te réveilles et puis tu te rends compte que tu es complètement dépassé. Hein, par les pratiques, par ce qu'est devenu la photo entre-temps, par ce que sont devenues entre-temps les exigences du client. Hein. Et donc, pour ça, il faut faire un peu, j'allais dire, il faut développer l'état d'esprit de grandes entreprises, c'est-à-dire de développer sa propre R&D, c'est-à-dire sa propre recherche et développement. Il faut toujours être en train faut toujours être curieux, il faut toujours chercher à expérimenter des choses. Hein. Et ça, c'est important parce que la créativité, c'est notre vraie valeur ajoutée, il ne faut pas l'oublier. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais aujourd'hui, l'outil technique est accessible. Sur ma page Facebook récemment, là, je partageais une photo au moment des promotions où j'avais vu un Nikon 5200 à 250 euros. Alors certains vont me dire, ouais, le 5200, c'est pas un appareil de professionnel. Pour moi, il n'y a pas d'appareil de professionnel. Tu vois, ce qui compte, c'est le bonhomme qui est derrière l'appareil photo. Alors il y a peut-être des appareils qui sont un peu plus adaptés à une pratique professionnelle. Certes, il y a l'exigence en standard de qualité de ce qu'est un professionnel, mais fondamentalement, un professionnel peut prendre n'importe quel type d'appareil photo. Là, je regrette là, parce qu'il y a une paire de mois, là, j'étais tombé sur l'article d'une photographe. Je ne me souviens plus du tout de son nom. Et puis elle, en fait, elle travaillait avec un Fujifilm X-E1. Et elle expliquait qu'en fin de compte, elle aimait bien cadrer sa photo à l'aide de l'écran et qu'elle n'aimait pas du tout utiliser le viseur. Alors, moi, je peux trouver ça con, par exemple, hein, mais le fait est que elle fait des super images, hein, de très très belles images et qu'elle arrive à les vendre. Donc, tu vois. Donc, pour te dire que quel que soit, enfin, c'est pas l'outil qui fait le bon photographe, c'est d'autres choses. Hein. Donc, développer sa R&D en vue toujours de développer, toujours d'être créatif, parce que c'est ça notre vraie valeur. Hein. Alors justement, le principe numéro 5, après l'aspect créativité, vient l'aspect productivité. Et ça aussi, il faut avoir une vision sur sa productivité. C'est-à-dire, il faut quand même se dire, je ne suis pas là pour passer 100 ans sur Photoshop à traiter des photos, je dois quand même avoir un flux de production maîtrisé et prédictible. Hein. Ça, c'est très important. C'est aussi ça la différence pour moi entre un amateur, dans le bon sens du terme, passionné, qui travaille pour lui selon ses contraintes à lui, et puis un professionnel qui a lui un impératif quand même à un moment donné encore une fois, de rendement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même que tu réussisses à te dégager un salaire. Hein. C'est quand même ça le but. Ou une ressource complémentaire par rapport à un autre salaire ou à d'autres sources de revenus que tu as en parallèle. Alors, le principe numéro 6, le dernier principe qui va chapeauter l'ensemble aussi, pour moi qui est très important et qui est très souvent négligé, c'est en fait d'avoir une vie sociale. Alors ça semble bête tout ça, mais c'est vrai que selon mon expérience, tu vois, moi précédemment, donc j'ai travaillé pendant 15 ans dans une cellule communication de l'armée de terre, et alors, dans ce cadre de figure, moi j'étais au milieu d'une ruche, hein, je veux dire par là, un support, un régiment support de garnison, c'est 1300 personnes, tu vois.
Donc c'est plutôt une grande entreprise à l'échelle de ce qu'on appelle les civils. Hein. Et puis donc moi là-dedans, cellule communication, eh bien voilà, par jour je côtoyais facilement 200 personnes, tu vois. Même, j'allais dire de manière un peu succincte, mais j'avais facilement 200 contacts différents par jour. Mais ce que j'ai vraiment pas vu venir, et là je peux te dire que je me suis pris une grande claque, et c'est aussi pour ça un peu que je fais cette vidéo, c'est que j'avais vraiment pas anticipé le fait qu'en travaillant ce qu'on appelle en freelance depuis chez soi, hein, comme siège social, eh bien c'est que là les interactions sociales, t'as l'interaction sociale de tes proches, tu vois, les gens avec qui tu vis, entre guillemets, ou avec qui tu partages ta vie un peu au quotidien. Mais là, ça n'a plus rien à voir. Là, c'est plus 200 personnes avec qui tu as des contacts tous les jours. Là, c'est 10-12, tu vois, en moyenne. Et ça, moi, je peux te dire qu'au début, ça a été dur. Donc, il fallait que je me recrée un équilibre. Et donc, c'est pour ça que c'est très important, parce que très vite, il faut savoir que tu as des gens qui, liés à cet isolement, à un peu le fait d'être en vase clos, eh bien, ont un petit peu le blues, ont un petit peu le cafard. Et bien sûr, ça se ressent sur leur créativité. Créativité à tout point de vue. Hein, créativité, j'allais dire, d'un point de vue esthétique photo, mais créativité dans le sens d'imaginer des solutions pour faire fonctionner son activité. C'est évident que quand tu as un petit peu un nuage noir là, qui te suit partout là, au-dessus de la tête, c'est évident que de toute façon, la façon même dont tu vas aborder des prospects va en être affectée, hein, ça va de soi. Donc c'est pour ça, il faut vraiment ériger en principe de garder une vie sociale quand on travaille en solo. Et ça, faut vraiment se manager, réserver des créneaux. Enfin ça, je vais y venir encore une fois quand je vais éditer les règles. Alors donc maintenant que j'ai énoncé les 6 principes, je vais t'énoncer les 11 règles que j'ai trouvées. Bien sûr, il peut y en avoir d'autres, hein. Mais là, c'est les 11 règles un peu globales, si tu préfères, qui découlent de ces 6 principes. Donc la règle 1, qui est en lien avec le principe numéro 2, qui était de se créer un équilibre, eh bien, c'est d'imaginer sa journée idéale. C'est-à-dire de se créer une journée type. C'est-à-dire que, par exemple, encadré par le réveil et le coucher, c'est-à-dire que tu te dis, malgré que je travaille à la maison, je vais donner une heure au hasard, je fais sonner mon réveil tous les jours à 7 heures, par exemple. Alors, ça peut être 6h30, ça peut être suivant comment tu es matinal ou pas. Et aussi comment tu organises justement les activités de ta journée. Eh bien, par exemple, ça peut être aussi de te dire, en gros, je dois être couché à minuit. Tu vois. Comme ça te réserve quand même une certaine plage horaire pour avoir une vie sociale aussi, je vais y venir plus tard. Mais aussi, par exemple, moi je suis quelqu'un qui aime bien lire, donc tu vois, voilà. Parce que si je me fixe pas ces limites-là, et très vite, à un moment donné, tu finis de te coucher à 1h du matin. Puis après, ce sera 2h du matin. Puis après, ce sera 3h du matin. Puis là, après, tu es déphasé. Et ça, c'est pas bon. Parce que tes clients, eux, tu vas rire, ils vivent plutôt la journée. Ils ont un boulot, et eux, ils sont justement structurés par certaines contraintes qu'ils ont. Et voilà, et donc toi, il s'agit quand même d'être raccord avec, j'allais dire, ta clientèle. Donc, le but, ça va être vraiment de déterminer différents créneaux qui vont structurer ta journée. Bien sûr, ça peut être élastique, mais c'est bien quand même d'avoir des repères, tu vois, de se dire, je déjeune je déjeune à midi, tu vois, par exemple, je dîne à, 19h30. Après, certains vont me dire c'est un peu vieux jeu, mais encore une fois, c'est pour structurer ta journée, parce que sinon, tu perds tes repères et tu te mets à faire n'importe quoi, notamment de manger n'importe comment. Donc le but, c'est de se créer sa routine professionnelle, sa routine quotidienne, pardon, mais sa routine dans le bon sens du terme. Tu as quelque chose qui, vaille que vaille, tu fais la même chose. C'est-à-dire, et tes créneaux, tu vas les concevoir comme une série de rituels. Alors moi, je t'en ai déjà parlé. Le matin, je me lève, évidemment, je me douche, je me brosse les dents et compagnie. Je me lève, pardon, tu vois, je dis des conneries, je me lève, je pars faire mon footing. Et puis à mon retour, bien sûr, je me douche, etc. Et je me fixe comme règle un petit peu, 9h, 9h30, ça y est, d'être pareil pour la journée. Et voilà, après, j'enchaîne les trucs. Tu
Tu vois, par exemple, le fait de faire un petit footing le matin, de 30-35 minutes, eh bien, déjà, tu vois, on en revient à cette histoire d'hygiène physique. Hein. Ça fait du bien, tu te bouges un bon coup. Le fait de faire un petit peu de sport comme ça le matin, ça te fout la patate pour le restant de la journée. Alors pour ceux qui, je sais pas, qui aiment pas courir, qui aiment pas le sport, bon je sais pas, par exemple tu peux très bien dire, tiens le matin je me lève, je prends mon petit déj, et puis tac, je fais le tour du pâté de maison. Alors pour ceux qui lisent encore les journaux papier, tu vas acheter l'exemplaire de ton journal du jour, etc., etc. Tu vas acheter ta baguette de pain, tu vois, par exemple. Mais justement, tu vois, c'est bien d'avoir des rituels comme ça, et de les associer avec justement une hygiène de vie. C'est-à-dire de te dire, eh bien, comme ça, voilà, j'ai pris l'air, tout ça, et tu verras que tu seras d'autant plus productif et d'autant plus créatif. Parce que c'est ça, nous, notre but, qu'on a en ligne de mire. Puis d'être bien dans ses baskets aussi. La règle numéro 2, pour moi, c'est quelque chose de très important aujourd'hui dans notre environnement médiatique, eh bien, c'est d'avoir une gestion de l'infopollution. Tu vois, par exemple, moi, je m'interdis de regarder les journaux télévisés. Alors, ça peut peut-être te surprendre, parce que je pense que vraiment, tout ce qui est médias, télé, en France, ils sont très mauvais. Hein. C'est sinistrose à fond les galtouzes. On va te parler du bus là, qui s'est cassé la gueule dans un ravin au Népal. On va te parler de 2 touristes qui se sont fait enlever, je sais pas moi, Colombie. Hein. Je sais pas, on va te parler. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi, d'un puits qui est pollué là en Afrique du Sud, tu vois, ou au Kenya. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais en France, dans les infos télé, le fonds de commerce, c'est quand même la sinistrose, et on met pas du tout en avant ce qui est positif. Et pour moi, ça c'est très important. D'ailleurs, ça a été démontré dans des études que les gens qui regardent les infos télévisées, alors certes, ils ont l'illusion de se sentir informés, mais en fait, surtout, ça affecte leur mental, leur psychologie. Et il a été démontré que ceux qui, sur un panel de gens, la partie de ce panel qui suivait tous les jours les actualités télévisées, en fin de compte, était beaucoup plus dépressif que les autres. Et effectivement, moi je le vois bien parce que ça fait déjà peut-être 3-4 ans que j'ai eu cette prise de conscience et que je ne regarde plus les infos. Et c'est vrai que les peu de fois où je regarde la télé, je sais pas, comme je suis complètement déconnecté de la matrice, si tu préfères, je ressens en pleine face à chaque fois la violence ou la sinistrose, là, que ce soit les infos télé, les pubs, etc. Quand on est vraiment, j'allais dire, comment on appelle ça là, pas décontaminé, mais enfin, qu'on a été sévré de quelque chose, là, de cette drogue, eh bien, c'est là qu'on en perçoit tout le côté néfaste. Et encore une fois, pour une personne qui travaille en solo, à domicile, la gestion de son psychisme, de son mental, c'est essentiel. Hein. Ça c'est, pour moi, c'est comme se laver le matin, tu vois, c'est tout aussi essentiel. Donc, il faut vraiment avoir une vision comme ça une vision de la gestion de l'infopollution. Alors, ça peut être aussi, ce que je te dis, ça s'applique aussi au flux Facebook, etc., ou Twitter, ou ce que tu veux. Hein. À un moment donné, il faut savoir se déconnecter, puis vivre dans la vraie vie, quoi. Hein. Et puis, justement, comme je disais tout à l'heure, partir faire un footing, partir faire un tour de vélo, ou voilà, faire différentes activités, c'est quand même positif, quoi. Alors justement, la règle numéro 3, c'est se connecter au positif. Ça, c'est très important aussi, parce que tu vois, par exemple, quand tu cherches à développer une activité, t'es souvent incompris de ton entourage. Tu vois, moi, j'ai pas dans mon entourage des commerçants ou ce genre de profession. Moi, les gens dans ma famille, ils étaient tous salariés, pour certains, fonctionnaires. Donc, quand tu cherches à développer une activité en solo, les gens, ils te regardent, comme si tu avais une maladie bizarre, et puis que ça allait mal tourner. Alors, c'est quelque chose de positif, tu vois. Et donc, justement, par contre, aujourd'hui, la chance que l'on a au travers certains médiums, tels que justement l'Internet, etc., c'est de réussir à se connecter à distance à des gens qui sont dans le même mindset, dans le même état d'esprit que toi, tu vois, qui sont dans l'état d'esprit d'entrepreneur. Et je parle d'Internet, mais ça peut aussi être dans la vie réelle, je veux dire. Hein. Mais on peut
enfin, on peut rompre justement ce cloisonnement socio-culturel et te connecter à des gens qui sont différents de ton milieu d'origine. C'est ça que je voulais dire. Et puis bah, surtout te connecter à des gens qui peuvent comprendre un petit peu ce que tu fais, ce que tu vis. Et ça, c'est très important. Et donc, c'est pour ça que cette règle-là, je la fais suite à la règle le fait de gérer l'infopollution. Parce qu'autant qu'il y a des flux médiatiques qui, pour moi, sont très néfastes, autant qu'il peut y avoir des flux médiatiques positifs. C'est ça la grande force d'outils tels que YouTube ou Facebook, par exemple. C'est par exemple sur Facebook, bon, bah, tu le sais, si tu es photographe, tu as tout un tas de groupes de photos, toute une communauté avec laquelle tu peux te raccorder et qui peuvent justement, encore une fois, faire levier par rapport à ta démarche. Tu peux rentrer en connexion avec des gens avec lesquels tu vas pouvoir avancer, travailler. Ça peut être des modèles, ça peut être des stylistes, ça peut être des maquilleuses, des coiffeurs, etc. Ou différents événements. Ou via YouTube, bah, comme là tu me suis, bah, regarder des chaînes qui sont des chaînes YouTube qui sont en adéquation avec ta démarche, avec l'aventure que tu mènes. Et ça, c'est dans un but de se stimuler. Tu vois, par exemple, bah, moi, une personne qui, dans ce sens-là, m'a influencé, c'est Olivier Roland, donc un youtubeur, enfin, c'est pas un youtubeur, c'est un entrepreneur qui cherche à partager un petit peu sa vision d'entrepreneuriat. Et bah, tout au début que j'ai travaillé, que j'ai cherché à développer mon activité, donc en 2009, et ben j'étais tombé, j'avais pris connaissance enfin, j'avais découvert cette personne, parce qu'à l'époque je m'intéressais au yoga, justement à la façon d'optimiser mon mental. Et puis à l'époque justement il avait un blog sur le yoga, et c'est comme ça que de fil en aiguille, bah, j'ai découvert qu'il avait d'autres activités et qui, comme par hasard, étaient en raccord avec ce que je vivais, c'est-à-dire que bah, il partageait sa vision positive de l'entrepreneuriat. Et à l'époque, il venait juste de lancer sa chaîne YouTube. Et c'est vrai que, bah, tu vois, en termes de rituel du matin, eh bien, le fait tous les jours, un petit peu de... Parce qu'à l'époque, il était dans son défi là, de faire une vidéo tous les jours aux Philippines. Et bah, tous les jours de voir une vidéo qui produisait, où il prodiguait des conseils, etc. Enfin, des différents conseils pour qui aidaient les gens à se motiver. En vue de les inspirer, en vue de les motiver dans leur démarche d'entrepreneur, ben, c'est quelque chose de très positif. Donc tu vois, à distance, je me connectais à quelqu'un qui pour moi, qui avait une influence positive, qui me motivait, qui m'inspirait. Et donc ça, c'est quelque chose d'important, tu vois, quand tu es tout seul, enfin quand tu es tout seul, quand tu cherches à développer une activité, donc où tu as ton champ social qui tout d'un seul coup se restreint, c'est important d'avoir cette démarche volontaire de se connecter aux personnes positives. Et donc, à l'inverse, fuir les gens négatifs. En règle numéro 4, quelque chose qui est très important, pour moi, c'est de définir sa constitution perso, entre guillemets. C'est-à-dire, alors cette règle, elle est en lien avec le principe numéro 3, qui est les fondations du succès, où je te parlais de développer le bon mindset, notamment. Bah, en quelque sorte, d'établir sa constitution perso, ça va t'aider énormément. C'est-à-dire de lister tes lois et aussi tes anti-lois. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, tu vois, en termes de pratique de la photo. Mais par exemple, tu vas lister toutes les choses que tu ne veux pas dans la photo. Toutes les prestations, tous les types de relations que tu ne veux pas. Par exemple, moi, quand je me suis lancé, précédemment, j'avais collaboré avec une maison d'édition et je m'étais aperçu, parce qu'ils travaillaient avec différents freelances, mais ça c'est dans le domaine de l'infographie, et je m'étais aperçu qu'en fin de compte, ces soi-disant freelance infographistes étaient en réalité ni plus ni moins que des salariés déguisés. C'est-à-dire qu'ils avaient les désavantages du salariat, mais pas les avantages. Ils avaient les désavantages de l'entrepreneur, mais pas les avantages. C'est-à-dire qu'ils avaient le désavantage, c'est-à-dire de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la précarité. Ils n'avaient pas les avantages, c'est-à-dire de gagner correctement leur vie. Ils avaient les désavantages du salariat, c'est-à-dire d'être à la botte de quelqu'un, de le subir. Ils n'avaient pas les avantages du salariat, c'est-à-dire les congés payés, puis éventuellement même, d'ailleurs, les droits au chômage, tu vois, si tu en as marre à un moment donné, voilà.
Donc tu vois, en fin de compte, il était dans un état pour moi de servilité, tout ça pour s'arracher péniblement à 900 euros de salaire par mois et travailler 50 heures par semaine. Donc ça, je m'étais tout de suite dit, moi ça, j'en veux pas. Tu vois, ce type de relation où tu n'as qu'un seul client et qu'en réalité, donc du coup, comme il y a un lien de dépendance, bah, en réalité, c'est du salariat déguisé. Tu es à la botte de la personne. Moi ça, j'en veux pas. Tu vois, je m'étais dicté tout un tas de relations comme ça, enfin, tout un tas de règles. Et je me suis dit, ça va être ma mini-constitution. Et ça m'a aidé tout de suite à détecter justement, quand quelqu'un me contactait, je voyais tout de suite un peu sur quel type de relation il voulait nouer avec moi. Et je voyais très bien la personne qui cherchait à me manipuler en me faisant miroiter là, des choses. Et qui en réalité, son but, c'était bah, surtout de m'avoir à sa botte. Hein. Alors tu le vois tout de suite, ça c'est les gens qui te contactent et puis qui tout de suite te disent qu'ils n'ont pas les moyens de te payer ou qu'ils peuvent te payer 3 fois rien, tu vois. Donc ça, c'est typiquement le genre de gens qui veulent vraiment introduire un lien de dépendance avec toi et qui est jamais en ta faveur, tu vois. Donc, définir vraiment une constitution perso sur le type de, notamment, hein, de relations que l'on veut ou que l'on ne veut pas avec autrui, notamment des clients potentiels, c'est ça qui va vraiment t'éviter de faire des conneries et de tomber dans des pièges, en fait. Alors, la règle numéro 5, qui est pour moi, encore une fois, hyper important dans la façon de vivre finalement son activité en solo, hein, eh bien, c'est de repérer ce qu'on appelle ces golden hours, c'est-à-dire ces heures où on est dans un état où on est optimal, hein, bon, principalement d'un point de vue créatif. Ça, c'est très important d'identifier ces créneaux qui peuvent être différents, enfin qui seront forcément différents suivant les personnes, bah justement pour faire coïncider aux différents créneaux de la journée, et notamment les heures où on est le plus créatif, où on est le plus imaginatif, à faire coller ces heures-là bah, aux activités justement qui nécessitent le plus de créativité, évidemment. Et j'allais dire aux autres créneaux de la journée, hein, où on est plus ou moins créatif, etc., bah, là où on est le moins créatif, et ben justement, on s'assigne des tâches plus d'exécution, si tu veux. Hein, où là, on n'a pas besoin d'être créatif, on exécute, on suit un process, et c'est ça qu'il faut faire. Donc, identifier ces golden hours, c'est-à-dire les heures où on a un pic comme ça de créativité à peu près tous les jours, eh bien, pour caler ces activités là-dessus. Hein. Encore une fois, la créativité, c'est ce qui est au cœur de notre proposition de valeur. C'est pour ça que c'est très important. Alors la règle numéro 6, qui est en rapport avec le principe numéro 4, qui était manager sa créativité, eh bien donc c'est se former en continu. Hein. Le but, bien sûr, c'est d'enrichir son expertise à différents points de vue. Hein. De point de vue pratique photo, point de vue aussi commercial, marketing. C'est très important. Le but, là, c'est de chercher un petit peu à établir des créneaux, au moins un créneau dans la semaine, au moins, qui est réservé à la formation. Tu vois. Ça, c'est très important parce que c'est ça qui va t'aider à avancer, à évoluer, hein, et puis bah, donc à t'épanouir. Donc la règle numéro 7, qui est un petit peu en lien avec la règle précédente, et qui est toujours en lien par contre avec le principe numéro 4 qui était manager sa créativité, c'est d'avoir ce réflexe-là, de développer une démarche exploratrice. J'en parle assez souvent. Donc la démarche exploratrice, avoir une démarche exploratrice, c'est-à-dire que c'est développer une démarche où tu es toujours en train d'expérimenter des choses, tu vois, où tu ne te contentes pas sans arrêt de rester sur les rails comme ça, de ce que tu sais faire et puis tu n'en sors plus. Non, non, de toujours chercher à étendre sa zone de confort, toujours chercher à explorer, à tester des nouvelles techniques, et même si elles ne te conviennent pas, j'allais dire, même si tu les rejettes, bah, au moins de savoir pourquoi elles ne te conviennent pas, et puis voilà. Hein. Donc ça c'est très important d'être toujours un petit peu en train de tester un petit aspect de ta façon de travailler, et bah, encore une fois, bah, pour enrichir ton expérience, enrichir ton retour d'expérience pour être précis. Et ça, c'est très important bah, parce que le but finalement, c'est d'introduire d'une nouveauté. Toujours chercher à introduire de la nouveauté et se former en continu. Introduire de la nouveauté, bah, parce qu'encore une fois, quand on travaille en solo, eh bien, j'allais dire, à l'inverse de lorsqu'on est salarié, par exemple, si tu es, admettons, je sais pas,
même si tu es photographe dans, je sais pas, dans une structure quelconque, une cellule communication, une agence de com, ou même dans un centre de formation, dans une boutique photo, enfin ce que tu veux, hein, bien là, j'allais dire, la nouveauté, elle peut te venir de l'extérieur. C'est-à-dire, toi, tout en étant passif, tu peux être alimenté en nouveauté. Parce que la structure qui t'encadre, eh bien, justement, elle t'amène de la nouveauté, t'amène des nouveaux process, t'amène de nouveaux outils. Et toi, j'allais dire, tout en restant passif, bah, tu peux absorber ça. Alors que quand tu es ton propre entrepreneur, tu vois, pour refaire le lien avec la notion des 3 casquettes, bon, bah là, la nouveauté, j'allais dire, c'est à toi de l'amener dans ta pratique, tu vois, dans ta vision. La nouveauté, elle ne va pas te venir de l'extérieur. Ou alors le jour où elle te vient de l'extérieur, encore une fois, c'est que tu es dépassé. Donc, c'est important de rester curieux puis de chercher à tester des choses, tu vois. Alors, là, j'en viens à une autre notion qui me tient beaucoup à cœur, moi, en tant que, quand tu travailles en indépendant. C'est encore une fois, c'est l'importance du gratuit. Parce que, lié à ta démarche exploratrice, le gratuit peut te permettre d'explorer des codes, des genres photos qui sont un peu étrangers à ta pratique quotidienne, à ta pratique normale, on va dire, mais qui te permettent d'explorer ces choses-là sans pression, sans enjeu, tu vois. Et là, il n'y a que le plaisir là, que du testeur, si tu veux. C'est ça qui est intéressant. Oh, mes pauvres os. On me fait vieux, moi. Pareil, j'ai un certain âge. Alors, la règle numéro 8 qui va être en lien avec le principe numéro 5 qui était ce coup-ci cultiver sa productivité, ça va être de raisonner en système. Ça, c'est aussi quelque chose qui est essentiel lorsqu'on travaille en solo puis qu'on cherche à développer son activité. Alors, le but, c'est que toute action doit pouvoir être transposable en système. Alors, un système, par exemple, dans la photo, eh bien, c'est de raisonner en setup. C'est de définir un script shooting. C'est de définir des parcours clients. C'est aussi de concevoir un ou plusieurs workflows, hein, suivant les prestations, suivant, etc. Donc ça, c'est des systèmes, c'est des scripts en fait, hein, c'est une liste d'étapes. Et le fait de raisonner comme ça en système fait que déjà tu t'enlèves, encore une fois, tu optimises ton mental, c'est-à-dire que tu n'es pas en train de te dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire, comment est-ce que je dois travailler, quelle est l'étape d'après, etc. Non, parce que là tu suis un script. Alors encore une fois, chaque système n'est pas, j'allais dire, dans le marbre. C'est toujours évolutif. Parce que justement, tu l'alimentes par ta formation continue, tu l'alimentes par ta démarche exploratrice, tu vois. Donc, mais à un moment donné, de définir comme ça, de poser comme ça des systèmes, tu vois que ça va t'aider et ça va aussi optimiser ta créativité. Parce que là, j'allais dire, ton jus de cerveau, j'allais dire, disponible tous les jours, tu vas voir qu'il va être disponible pour les bonnes choses. Puisque là, tu vas pas gaspiller de l'énergie, du jus de cerveau à te dire merde, qu'est-ce que je fais, machin. Non, parce que là, c'est normé, si tu veux, c'est organisé au sein d'un système. Alors justement, la règle numéro 9, qui va te permettre justement de raisonner en système, eh bien, donc ça, cette règle numéro 9, elle est toujours en lien avec le principe numéro 5, cultiver sa productivité. Et donc cette fameuse règle numéro 9, c'est de raisonner en standard de qualité. Alors ça, c'est très important, pour moi, c'est indissociable du fait d'établir des systèmes, eh bien parce que un standard de qualité, c'est ça qui va structurer ta vision de la photo. Tu vois, structurer ta vision d'un point de vue commercial, marketing, hein, et ça, tu vas en créer un système qu'on va appeler le parcours client. Hein. Un standard qui va organiser l'organisation de ton shooting. Alors ça va être un système, ça va être 2 systèmes. Ça va être le système setup, c'est-à-dire quel matériel tu déploies, hein, et puis l'autre partie qui va être le système script de séance, le script que tu suis, c'est-à-dire le type de vue minimum que tu dois avoir à l'issue de chaque shooting. Tu vois. Alors, j'en ai déjà parlé de ces différents aspects dans différentes vidéos, hein. Tu peux rechercher, hein. Peut-être que je mettrai le lien.
justement sur le fait d'organiser, de concevoir par exemple un script de séance shooting. Tu peux aussi organiser, te créer ton standard, ta vision de ce qu'est le post-traitement, hein, parce que chaque photographe a sa vision du, du post-traitement à appliquer ou non. Hein, comment dire, à quel moment il faut s'arrêter dans la retouche photo, hein, suivant, pour être raccord avec sa vision de la photo. Alors, par exemple, moi qui viens de l'infographie, justement, j'aime pas beaucoup retoucher mes photos. Ça ne veut pas dire que je ne le fais pas. Hein. Mais moi, d'ailleurs, je parle plus d'optimisation. C'est-à-dire que je cherche plutôt à optimiser les niveaux, c'est-à-dire l'exposition, en gros. Bien sûr, les contrastes, la vibrance, la netteté, ou leur cadrage, un petit peu, ou beaucoup, suivant les cas. Mais voilà. Mais par exemple, moi, j'aime pas trop faire des montages, changer, par exemple. Mais bon, ça, c'est ma vision à moi. Tu vois, je ne veux même pas trop en parler parce que ça sert à rien. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Ouais, ce serait bien que je fasse une vidéo dédiée à ça. Mais voilà, chaque personne a sa vision de la photo. Il n'y a pas une bonne ou il y a une mauvaise. Pour moi, c'est ça. Ça aussi, d'ailleurs, j'en parlerai dans une vidéo. Lié à notre environnement numérique, à notre époque, qui est lié qui est un environnement d'abondance numérique, par opposition à l'analogique qui était un système de pénurie organisé. Toutes les visions de pratique de la photo, pour moi, ont libre cours, ont le droit de s'exprimer, si tu veux, à partir du moment où ça correspond à un desiderata d'une clientèle. Si tu as des gens en face qui sont prêts à payer pour ça, bah, tu vois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise pratique. C'est simplement, il faut se connecter aux gens qui demandent ça, c'est tout. Voilà. Mais encore une fois, encore faut-il, justement, normer un petit peu ta vision, notamment du post-traitement. Pareil pour le workflow. Hein. Donc, règle numéro 10, qui est toujours en lien avec le principe numéro 5, cultiver sa productivité, eh bien, c'est de travailler en sprint de 90 minutes. Ça, c'est vraiment quelque chose de génial. Bah, d'ailleurs, je crois que justement, je l'avais glané auprès d'Olivier Roland. C'est pas je crois, j'en suis sûr. Travailler en sprint de 90 minutes, c'est hyper utile. Alors bien sûr, au travers de ce sprint de 90 minutes, c'est-à-dire ce créneau de 90 minutes auquel tu te dis, voilà, pendant 90 minutes, je fais à fond une chose, bien sûr, à ce créneau, tu dois assigner un objectif. Hein. Tu dois dire, voilà, au bout des 90 minutes, je dois avoir terminé par exemple, de faire l'editing de mon shooting, par exemple. Hein, le shooting que je viens de faire, à 90 minutes, tac, ça doit être torché. Et tu verras que si tu te dis, tiens, demain matin, je fais que demain matin, toute la matinée, je fais l'editing du shooting. Et tu vas voir que tu vas mettre la matinée. Si tu te dis, demain, je prends toute la journée, je fais l'editing de la journée, du shooting, et tu vas voir que tu vas mettre la journée. Et dans le même raisonnement, si tu te dis, je sais pas, cet après-midi ou demain, je m'assigne un créneau horaire de 90 minutes pour retraiter les photos, et tu vas voir que dans la plupart des cas, tu auras effectué cette tâche dans le temps que tu t'es imparti. Ça, j'en parlerai aussi dans une prochaine vidéo de ce concept. En fait, c'est la loi de Parkinson. Mais bon, je reparlerai de ça plus tard. Mais enfin, le but, là, c'est de comprendre. Tu t'assignes des créneaux de 90 minutes dans lesquels tu fais à fond quelque chose sans être distrait. Donc là, ça veut dire éventuellement mettre le téléphone sur silencieux, évidemment ne pas avoir la télé allumée sur BFM TV, hein, ça c'est souvent un truc que je vois chez les freelances, je me demande vraiment comment ils font. Voilà, tu es à fond sur une tâche pendant 90 minutes. Et à la limite, même tu te mets une musique de fond qui est répétitive. De ça, j'en reviendrai aussi certainement dans une autre vidéo, je t'expliquerai pourquoi. Et donc le but, c'est qu'à l'issue entre les sprints, tu fais des pauses, c'est pas tu peux faire, tu fais des pauses, tu fais une pause entre deux créneaux, et tu fais quelque chose de manuel, c'est-à-dire pas de l'andouille sur Facebook, hein, d'accord. Si tu travailles à domicile, tu fais une pause, je sais pas, de 20 minutes, hein, tu t'assignes 20 minutes, et pendant 20 minutes, tu fais des choses manuelles liées aux activités de ta maison, par exemple, hein, ça peut être aussi faire le tour du pâté de maison, hein, pour aller acheter ton fameux journal, ou ta baguette de pain. Tu vois, je sais pas, tu t'étends ton linge, je sais pas, tu fais du ménage, parce que tu vas voir que de faire comme ça
comment dire, pour couper 2 créneaux, tu fais quelque chose de physique, quelque chose de manuel, pardon. Ça va tout de suite faire en sorte que tu penses complètement à autre chose. Et c'est encore le meilleur moyen d'être créatif. Moi, c'est toujours quand je sais pas, quand je fais mon footing le matin, quand je sais pas, paf, pendant une pause, je vais faire 2-3 courses, ce genre de choses, c'est toujours à ce moment-là qu'il me vient tout un tas d'idées. Hein. Donc, à l'issue d'un sprint, entre 2 sprints, tu fais des pauses de 20 minutes et tu fais quelque chose de manuel. Bon, si tu travailles depuis chez toi, hein, comme ce sera le cas de la plupart des photographes, bah, tu fais une tâche ménagère par exemple, tu vois, ça peut être le ménage, ça peut être, je te dis, enfin voilà, et puis tu vois que c'est comme ça que tu vas avoir encore les meilleures idées, hein, pour rebondir à l'issue. La règle numéro 11, donc, qui est la dernière règle, un peu comme le principe numéro 6, qui était notre dernier principe, et justement cette règle numéro 11 est en lien avec le principe 6, qui était avoir une vie sociale. Et bien là, la règle 11, ça va être tout simplement de développer une vie sociale. Parce que ça, c'est très important, j'insiste vraiment là-dessus quand tu travailles à domicile. Comme je disais tout à l'heure, moi, au départ, que j'ai cherché à travailler en freelance, parce qu'on appelle en freelance en indépendant, quoi, et bien que je n'avais pas du tout vu venir, je n'avais pas du tout anticipé cet aspect des choses, et bien c'est que notre cercle social s'atrophie, hein, par rapport à lorsqu'on vit en entreprise. Tu vois, enfin, lorsque tu es salarié en entreprise, par exemple, on n'y vit pas, hein, bah, tu vois, en entreprise, même si tu as des gens que tu peux pas blairer, etc., bah, à l'intendant, voilà, ça te fait quand même des interactions, à la cafette, etc., tu vas toujours côtoyer des gens avec qui tu vas parler éventuellement de la pluie ou du beau temps, ou alors d'un centre d'intérêt quelconque, du dernier match de basket, par exemple, etc. Mais au moins, voilà, ça te fait de l'interaction. Maintenant, quand tu travailles à domicile, tu n'as plus trop la possibilité de revivre ça. Hein. Il n'y a pas de cafette ou de salle café où tout le monde se retrouve, tu vois. Donc là, il faut se recréer des rituels, au même titre que en entreprise, il y a les rituels, je sais pas, mettons, suivant l'entreprise où tu as travaillé, bah tiens, telle heure, je sais pas, 10 heures, et ben voilà, il est admis que voilà, tout le monde se retrouve un petit peu à la salle cafette pour boire un café, machin. Bon, bah voilà, c'est un rituel, tu vois. Pareil, le midi, bah tiens, voilà, c'est le rituel, tac, on mange, enfin, nous à l'armée, enfin moi je mangeais au mess, c'est un truc de j'ai la nostalgie d'ailleurs. Et bon, bah voilà, enfin, c'est toujours un moment où je côtoyais plein de gens, où on prenait le temps de boire un café, etc. etc. Bon, bah ça évidemment, quand j'ai cherché à développer mon activité en indépendant, je l'avais plus, tu vois. Donc il faut le recréer. Et donc, bah, le recréer, ça veut dire, encore une fois, une démarche volontaire de ta part, finalement. Là, ça, c'est tout le sens de ma vidéo. C'est-à-dire qu'en tant que salarié, tu peux être passif à différents points de vue, d'un point de vue auto-formation, d'un point de vue nouveauté technique, etc., et vie sociale. Tu peux être quelqu'un d'extrêmement passif, et pour autant, quand tu es salarié, bah, être au fait de certaines nouveautés techniques, hein, liées à ta profession, donc, par exemple la photo. Tu peux avoir des interactions sociales, même si tu es quelqu'un, voilà, qui ne va pas trop vers les autres. Mais par contre, si tu as ce côté-là un peu réservé, si tu travailles en indépendant depuis chez toi, si tu veux, bah, faut se recréer, faut se recréer ces rituels, faut se recréer des créneaux où volontairement tu vas vers les gens. C'est ça la difficulté. Enfin, quand on est réservé. Donc moi, ce que je te recommande, bah, c'est de t'inscrire par exemple, à des clubs. Alors, tu vois, je sais pas, ça peut être. L'idéal, c'est quelque chose qui n'a aucun rapport avec la photo. Hein. Je te déconseille de ce point de vue-là d'ailleurs chercher à t'inscrire à un club photo. Si tu es inscrit à un club photo, je te dis pas du tout de ne plus y aller, hein, je veux dire. Mais le but quand même, c'est d'avoir des activités, des créneaux. Enfin, tu définis des créneaux sortis. Alors, ça peut être pour aller boire une bière avec tes potes. Ça peut être pour buller, tout simplement. L'importance de buller a été démontrée aussi, hein, pour garder un esprit créatif. C'est-à-dire, je sais pas, attaque. Bah, justement, tu t'inscris à un club de randonneurs ou des gens simplement qui marchent. Moi, je vois à Cézanne, eh ben, tu as un club là, de gens, là, ils se retrouvent, je crois, 2 fois par semaine là, sur la place centrale du village et ils partent faire une marche. Ils partent faire une marche. Alors, je crois que suivant les niveaux, les âges, les motivations du jour, etc., enfin, il y a toujours 2 groupes, tu vois. Enfin, bref, voilà. Et ça, c'est encore le meilleur moyen de changer les idées. Et donc, par contre, lorsque tu arrives au bout, enfin, lorsque tu te mets, t'attaques tes créneaux de productivité,
eh bien, c'est là où tu vas être le plus créatif du coup. Hein. Donc, encore une fois, donc, le but, c'est de se définir des créneaux sortis, de s'inscrire à des clubs, et tout ça dans l'idée de sortir du contexte du milieu de l'image, hein, pour être plus créatif. Donc voilà, j'essaie de partager tout ça avec toi. Et écoute, j'espère que tout ça, ça va t'amener à réfléchir. Tu peux regarder une nouvelle fois cette vidéo, puis reprendre des notes. Hein. Encore une fois, je ne prétends pas détenir la vérité. Mais là, j'ai essayé d'insister sur les points qui sont un petit peu les points de frottement qu'on travaille à domicile, c'est-à-dire l'isolement, le fait de doper malgré tout, malgré l'isolement relatif, si on ne fait rien, si on ne cherche pas à avoir une démarche volontaire. Donc on sombre vite dans l'isolement, un isolement relatif, je vais y arriver. Donc ça va impacter ta créativité, ça va impacter tout un tas de choses, et puis tu vas pas avoir le moral au top. Et donc ça, c'est vraiment des pièges à éviter. Et justement, je te dis, on voit très peu de ressources là-dessus. C'est pour ça que je tenais à parler de ça avec toi, parce que je trouve que vraiment c'est important, et c'est ça qui fait que justement tu vas pouvoir, sur le moyen terme, ou le long terme, t'accrocher à cette démarche de développer ton activité, à être l'acteur de ton existence, hein, et non pas à travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre, toujours pour reprendre les termes d'Olivier Roland, qui sont des termes justes. Et c'est ça qui va faire que tu vas décoller à un moment donné. Parce que si tu n'as pas la pêche, si tu n'as pas le truc, tu vois, voilà, tu vas pas accrocher. Lorsque tu rencontres quelqu'un, et puis la personne que tu rencontres, je sais pas, tu as l'impression qu'elle n'a pas dormi, elle est blanc comme un linge, elle est pâle, voilà, elle est à deux de tension, elle n'a pas le moral, ça donne pas envie d'être au contact de cette personne. Et ça, c'est un point de vue aussi très important à prendre en compte. C'est-à-dire que quand tu prospectes, que ce soit même au téléphone, ça sent quelqu'un qui a la pêche, ça sent quelqu'un qui a un état d'esprit positif, tu vois. Mais tout ça, encore une fois, il faut l'optimiser, parce que tu vas endosser différentes casquettes toute la journée, tu vas devoir développer différents pôles de compétences, et puis encore une fois, tu es le principal goulet d'étranglement de ton activité. Donc tu dois optimiser ton jus de cerveau, tu dois optimiser, tu dois vraiment te prendre en main à tout point de vue. Hein. En plus de développer le fait de savoir bien utiliser ton appareil photo et compagnie. Mais le principal outil, si tu veux, encore une fois, c'est pas l'appareil photo, c'est le bonhomme qui est derrière l'appareil photo. Et justement, ce bonhomme-là, il faut l'optimiser, il faut qu'il soit au top, si tu veux. Hein. Et donc tout le propos de ma vidéo, il était là. Bon, c'est peut-être une vidéo un peu longue, mais enfin bon, voilà, je pense que ça peut t'apporter beaucoup de valeur. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à me donner ton témoignage, à me donner ton ressenti. Tu peux aussi à partager en commentaire justement tes règles de vie, tes principes fondamentaux si tu en as. Ou si cette vidéo t'aide à prendre conscience de valeurs qui pour toi sont importantes. Et puis les partager pour faire avancer les autres, quoi. Allez, salut, nous on se dit à bientôt.